Comme tout point d'eau, c'est un facteur d'attractivité naturelle dont le développement a pourtant bien failli subir un très grand coup d'arrêt lorsqu'un rapport évoquait il y a quelques années le spectre de la dénavigation sur le canal des Vosges, autrement dit la fin de son utilisation comme mode de déplacement de loisirs ou comme voie de transport de denrées. La signature en grande pompe ce mardi midi à bord d'un bateau de croisière sur le port d'Épinal d'un contrat multipartite a mis fin à ce scénario catastrophe. En 2018, quand on a appris que le canal risquait d'être dénavigué, grosse frayeur, grosse inquiétude également. C'était le cas pour 3 autres canaux dans le Grand Est. Mais nous, on imaginait tous les investissements qu'on avait faits. Ce port ici, VNF avait automatisé toutes les écluses. Et puis nous avons plein d'aménagements, la Véloroute qui a été financée en grande partie par le département, l'itinéraire de randonnée Épinal-Bouzet par l'Aglo, et on avait fait des investissements considérables, les aménagements de Bouzet et tout ça, et vous imaginez le lac de Bouzet vide, le canal vide, c'eût été un vrai drame. Drame évité donc avec la communauté d'agglomération d'Épinal en sauveur du soldat canal et désigné chef de file de ce contrat du renouveau. Il porte sur 10 ans. L'État, via Voies navigables de France, va y investir 25 millions d'euros pour pérenniser la navigabilité du canal. Les travaux actuels sur Bouzet entrent dans ce cadre-là qui vont permettre d'améliorer la capacité de rétention du réservoir de 3 millions de mètres cubes. La région Grand Est, les départements des Vosges et de Meurthe-et-Moselle ainsi que 4 intercommunalités riveraines des 105 km hors Haute-Saône abondent également à hauteur de 5 millions d'euros, tous persuadés que ce retour en grâce colle à l'époque. Nous sommes intimement convaincus que le renouveau des canaux est devant nous, à savoir que les contraintes climatiques vont nous obliger à changer nos modes de transport. Le canal va revenir à la mode, d'abord parce qu'il est beaucoup plus écologique que le transport routier. Mais les mobilités douces et également les petites lignes ferroviaires vont retrouver vie, j'en suis intimement persuadé. VNF est donc le financeur principal de l'opération, essentiellement basé sur l'accompagnement du développement touristique, mais qui lorgne également, vieux serpent de mer, sur le retour en grâce du fret. Qui fait qu'on peut avoir non pas un fret généraliste avec des conteneurs, le petit gabarit ne le permet pas, mais on peut en revanche avoir des frets spécialisés, liés à un type de marchandises, à un type de produit, liés à l'acheminement de fournitures vers une usine ou au départ des produits depuis cette usine. On a sur des cas comparables, par exemple des collectivités qui font la collecte des déchets pour les emmener au retraitement, au tri et à l'incinération par le biais de barges. J'insisterai aussi sur la dimension vélo qui monte très fort en France. Alors sous la pression, c'est vrai, de nos voisins européens, mais les Belges, les Hollandais, les Danois, les Allemands aiment beaucoup rejoindre la Méditerranée en passant par les canaux et ça passe par chez nous, par la Lorraine, par les Vosges. Le vélo, atout indéniable et parfaitement dans l'air du temps. Dans le cadre de ce contrat canal, la communauté d'agglomération d'Épinal va ainsi entièrement revoir son balisage qui sera visible sur la voie de halage bien sûr, mais aussi jusqu'à 5 km des rives du canal des Vosges pour faire la promotion du territoire. Les 9 ports installés sur le périmètre seront réaménagés et des péniches hôtels devraient également voir le jour. Bref, 140 ans après sa mise en service, le canal des Vosges s'apprête à vivre une deuxième jeunesse. Je ne me suis moi-même pas présenté. Depuis 4 ans, les visites s'enchaînent presque toutes les semaines pour le maréchal de Belle-Île. Gouverneur de Metz. Cabotin, impatient de présenter Louis XV aux visiteurs et critique sur les bâtiments des siècles suivants, l'ancien gouverneur des 3 évêchés est incarné par Florent en costume. À la ville, ce Villeruppien de 27 ans est médiateur culturel. T'as le costume, t'as la perruque, t'as en fait tout le... Tu te sens un petit peu envahi par ce personnage, donc ça m'aide vraiment à rentrer dedans et puis à rebondir avec un petit peu de punch à ce que disent les visiteurs. Alors au début j'avais commencé avec du théâtre classique, avec un texte en fait, et je me suis tourné un peu plus vers le théâtre d'improvisation où là t'es beaucoup plus spontané. En fait tu dois créer une scène selon un thème qui est donné par le public. Donc là on est beaucoup plus dans l'interaction, dans le jeu, l'imprévu aussi, c'est ça que j'aime dans mes visites. Se lancer des fois se mettre un petit peu en danger, par exemple, à rebondir sur ce que dit une personne, à réagir par rapport à ce que dit l'autre. Le guide conférencier s'est donc mis à son compte pour proposer des visites théâtralisées à l'époque de Metz-la-Royale, une ville dont il est tombé amoureux il y a 8 ans en faisant des études en langues étrangères. Depuis, son rêve est d'en faire son activité principale. Le but du jeu pour moi c'est de faire plonger les visiteurs dans l'histoire. Ce qui me plaît énormément aussi, c'est forcément de sortir, faire marrer les gens forcément. Donc c'est vraiment créer un moment de convivialité, un moment un petit peu spécial, hors du temps. Belle-Île, c'est aussi un personnage phare de Metz, donc, qui était entreprenant aussi. Donc
peut-être un peu trop sur les bords. Et bon, ça, on en parle justement en visite de ses excès. Il est un petit peu exagéré justement sur certains projets. Et grâce à son histoire très riche, Metz inspire le guide pour de futures visites. Ce serait intéressant, je pense, de voir l'autre vision, les autres enjeux de pouvoir, par exemple, Metz qui appartient à l'Allemagne et incarner, je ne sais pas, peut-être un soldat allemand, peut-être un personnage clé de cette époque-là. Les visites, organisées principalement la nuit, trouvent un public de plus en plus nombreux. C'est ludique pour les enfants ou pour les adultes. On s'ennuie pas une minute. Mais j'avoue que j'ai appris certains détails que je ne connaissais pas. Portés par le jeu d'acteur de Florent, les visiteurs interagissent avec lui et lorsque la visite de 90 minutes se termine, le guide rentre chez lui dans la peau de Belle-Île, se heurtant quelquefois au monde moderne. Super, merci. Bonne journée. À la veille de la bataille de Mailly, les soldats du 12e régiment de cuirassiers se préparent au combat. Ce sont 12 000 personnes et 9 000 personnes déployées ici sur le terrain. Pour mon propre groupement tactique interarmes, mon régiment en quelque sorte, c'est plus de 400 personnes. Je commande pour l'exercice un sous-groupement tactique interarmes qui est composé de 2 pelotons de chars Leclerc, renforcés d'une section d'infanterie. Donc la mission qu'on a actuellement, c'est bien d'attendre que l'ennemi franchisse notre dispositif pour qu'ensuite nous puissions surveiller l'arrivée des blindés ennemis. Moi je commande mon pilote pour tout ce qui va être itinéraire et navigation. Lui ensuite va s'occuper de prendre les itinéraires qui vont nous faciliter le plus la tâche pour la conduite des tirs en tourelle et il va pouvoir déclencher sa séquence de tir pour pouvoir traiter l'objectif et me faire le compte-rendu ensuite. La bataille de Mailly fait partie de la 4e et dernière phase de l'opération Orion, un affrontement aéroterrestre de haute intensité organisé en partie dans l'Aube. Ce sont d'un côté les forces françaises qui sont opposées à une force qu'on appelle force adverse, qui n'agit pas dans un scénario mais qui a ses propres objectifs, ses propres modes d'action et qui agit contre nous, qui veut aussi gagner. Le but de cette opération, c'est d'entraîner les armées françaises à un conflit de haute intensité face à un ennemi qui lui serait de force à peu près équivalente. Pour le régiment, c'est plusieurs semaines et plusieurs mois de préparation, un peu de préparation tactique, c'est-à-dire qu'on s'entraîne à accomplir la mission qui vous est donnée, et évidemment une préparation logistique pour acheminer le matériel, préparer nos hommes, préparer nos matériels. Parmi les engins utilisés par les soldats, des chars Leclerc et des véhicules blindés de combat d'infanterie. Vous avez la partie de tourelle dans laquelle vous avez le tireur qui lui va piloter le canon de 20 mm et derrière vous avez la banquette pour le groupe de combat qui lui reste assis et en fait il débarque par la porte qui s'ouvre de haut en bas. Lors des affrontements, pas de bruit de détonation, les véhicules sont équipés de lasers pour simuler des tirs. Chaque véhicule est équipé d'émetteurs qui va simuler ses tirs sur l'adversaire. Il est également équipé de récepteurs qui eux vont réceptionner les tirs. Tous ces émetteurs sont attitrés à chaque véhicule, ce qui permet de définir exactement quel type de véhicule tire sur quel type de véhicule. Le petit boîtier à l'intérieur, le calculateur, lui, en fait, va estimer les dégâts et ensuite va donner si le véhicule est toujours capable de rouler ou s'il est complètement détruit. Dans les prochaines semaines, les affrontements vont se poursuivre à Mailly, mais aussi dans d'autres secteurs du département. C'est le rendez-vous du printemps lorsque la neige a fondu. L'opération Montagne Propre samedi dernier, à l'invitation des responsables de la station de Gérardmer, a rassemblé une quarantaine de volontaires venus traquer les déchets sur les pistes. Il y avait des habitués des lieux comme Thibault, le chef dameur du domaine, qui connaît mieux que personne les endroits où se concentrent les détritus. Les gens profitent de la montée du télésiège pour allumer une cigarette, manger un petit casse-croûte, boire un coup. Donc forcément, les mégots de cigarettes, les bouteilles sont malheureusement jetés en dessous les remontées mécaniques. Et devenir un éco-citoyen, cela s'apprend dès le plus jeune âge. Oh, il connaît. Et pourquoi les gens, à ton avis, jettent les déchets? Il n'y a pas des poubelles. Oui. Mais il faut les mettre dans sa poche ou dans un sac, et après on le sort et on met dans la poubelle. Nicolas, le directeur d'exploitation de la station, faisait le tour des groupes. Bonne nouvelle, les déchets se font plus rares. Les gens ont été propres cette année alors. Ils veulent ramasser les feuilles pour remplir les sacs. Qu'est-ce que vous retrouvez alors? Un peu de plastique, mais pas forcément volontaire. Ça peut être des morceaux de ski, des morceaux
de blousons, enfin des attaches, des choses comme ça. Entre deux ramassages, pour tous ces bénévoles attachés au domaine skiable de Gérardmer, tous parlent aussi du futur de la station, avec l'incertitude d'hiver sans neige et des coûts énergétiques qui explosent pour la régie municipale qui en a la charge. Il faut trouver un autre modèle économique. Marco, natif de la Perle des Vosges et qui fut commerçant en bas des pistes, croit en l'avenir. Moi je suis vachement optimiste parce que le ski est toujours à la mode. On a vu cette année au mois de février, on était très mal le 26 janvier. Le froid et la neige arrivé au mois de février, on a fait un carton sur le mois de février. On voit que dès que la neige est là, dès que le froid est là, les gens sont là. Donc on sait que le ski a encore des belles années devant nous. Dossier à suivre donc. Et à l'heure du bilan de cette opération nettoyage de printemps, les sacs se sont avérés plus légers que les années précédentes. Mais il y a toujours des incontournables. Un mégot. Ça c'est mégot fumeur, beaucoup, on disait tout à l'heure avec Thibault, les petites pompotes là, en fait des gens qui cassent la croûte sur le bord des pistes. Ouais. Cette opération montagne propre a lieu également dans d'autres stations, une initiative qui permet à la conscience écologique de gagner du terrain. Une colocation à 104 ans et pourquoi pas? Lucienne vient de s'installer en colocation à Essois accompagnée de son arrière-petite-fille. Elle a eu 104 ans au mois de janvier et jusqu'à présent elle vivait chez elle. Je m'en occupais tous les jours avec l'ADMR. C'est devenu très compliqué pour moi. Donc j'ai fait le choix de l'installer ici parce que je travaille sur la commune. On lui a amené des plantes, on lui a amené des photos de chez elle. On a amené un maximum de choses de chez elle pour qu'elle soit le moins perturbée possible. Ça fait moins hôpital, moins EHPAD, puis bon, c'est neuf. Le principe, proposer aux personnes âgées un lieu de vie adapté à leurs besoins en toute intimité. Alors c'est vraiment un domicile, un lieu de vie le plus classique possible. La seule différence, c'est que tous nos colocataires sont sur un même lieu. Donc ce qui va permettre de mutualiser les aides et d'avoir une présence 24 heures sur 24 d'auxiliaires de vie. Donc une présence physique de salariés de 7h30 jusqu'à 20h30 et pour les nuits, la salariée qui est d'astreinte et qui est sur place va pouvoir effectuer les astreintes de nuit. Ce mercredi, c'était la grande installation pour plusieurs familles, dont Jacqueline venue avec sa fille. C'est mon choix. Je ne voulais pas rester toute seule. Donc il fallait que... À la maison, je ne voulais plus rester toute seule à la maison. Pour moi, c'est plus rassurant d'être dans son coin, dans son habitat qu'on a connu, que j'ai des amis qui ne sont pas loin. C'est ma fille. Elle habite Viviers-sur-Artaud. C'est pas loin. Et j'ai une autre fille à Châtillon. L'objectif de cette colocation, faire participer dans la mesure du possible les locataires, par exemple préparer les repas ensemble. Dans cette structure, pour louer une chambre, il n'y a pas de limite d'âge ou d'autres conditions à remplir. On accueille des personnes qui peuvent être très dépendantes. On accueille des personnes jusqu'au GIR 2. C'est un degré de dépendance assez avancé, mais on peut aussi accueillir des personnes plus autonomes, ce qui permet d'équilibrer un petit peu la maisonnée. Il arrive parfois que des personnes plus autonomes aident un petit peu des personnes qui le sont un peu moins dans leur quotidien. Voilà, il y a des affinités qui peuvent se créer entre les colocataires. Pour la location d'une chambre, il faut compter en reste à charge entre 1 800 et 1 900 € par mois. Il est prévu que d'autres colocations AGV ouvrent leurs portes dans les années à venir dans le département.